C'est ce soir une conférence inaugurale concernant le thème de la forêt, organisée par Grand Besançon Métropole. Je suis chargé d'inaugurer ce cycle thématique sur les écosystèmes forestiers, leur gestion, leur avenir. Mon propos tiendra en 4 parties. Je vous parlerai d'abord du foisonnement de la vie forestière, des écosystèmes forestiers, de leur diversité, de leur hétérogénéité, de leur complexité. Puis ensuite nous aborderons la question de l'usage de ces forêts, puis de l'état de ces forêts qui est dans une tourmente climatique, écologique tout à fait singulière. Et puis nous conclurons sur une réflexion collective sur l'avenir de ces forêts. Je vous remercie toutes et tous d'être aussi nombreux. Aujourd'hui, c'est l'ouverture d'un cycle sur la forêt, un cycle thématique qui s'ouvre pour les prochains mois. On pourrait se poser la question pourquoi un cycle sur la forêt. C'est un sujet majeur parmi d'autres qu'on empoigne dans le plan climat, le plan d'adaptation au changement climatique du Grand Besançon. Il y a d'ores et déjà plusieurs temps qui sont programmés. Si vous vous baladez sur le site du Grand Besançon, vous devriez pouvoir trouver le programme de ce cycle thématique. Bonsoir à tous. On va monter en généralité parce que là, je vais vous servir un discours plus universitaire, plus académique. Moi, je vais m'attacher aux faits et dans le cadre des sciences sociales. Je suis géographe, alors géographe, mais un géographe un peu particulier. Et ce soir, j'aimerais, dans les 50 minutes que nous allons prendre ensemble, vous parler des territoires forestiers, de ce que sont les territoires forestiers. Mais juste avant de démarrer, j'aimerais simplement rendre un hommage à mon mentor, mon directeur de thèse, Jean-Claude Rameau, dont on va fêter les 20 ans de sa disparition le 6 octobre prochain. Je pense qu'ici dans la salle, certains d'entre vous ont eu l'honneur et la joie de suivre ses cours. D'autres l'ont croisé dans leurs activités professionnelles parce que c'était un très grand personnage et la forêt française lui doit beaucoup. Voilà. Alors, sans plus attendre, parce que Jean-Claude n'aurait pas renié ça, eh bien, on va parler dans un premier temps du foisonnement de la vie forestière. Donc, je vous ai dit que j'étais géographe, et c'est le cas. Je pratique donc les sciences humaines et sociales, mais j'ai été dans une autre vie. Le dernier doctorant de Jean-Claude Rameau, j'ai ensuite, malheureusement, j'ai envie de dire, pris sa suite après son décès à l'ENGREF et à AgroParisTech. Et donc, je suis un spécialiste d'écologie forestière également. Donc, je ne pouvais pas m'empêcher, dans cette première partie, de revenir sur le foisonnement de la vie forestière. Puis, dans une deuxième partie, on verra ce que nous, une espèce particulière, nous, les humains, on fait en forêt. Donc, il y aura une petite perspective historique, et puis qui débouchera sur les usages et l'état des forêts actuelles, voir s'il y a des convergences ou des divergences. Et c'est là que va intervenir le changement global, et en particulier les effets du changement climatique sur nos couverts forestiers. Et puis enfin, dans une dernière partie, bien, on essaiera de réfléchir, je vous proposerai des pistes de réflexion pour envisager l'avenir de nos forêts. Alors, ce foisonnement de la vie forestière, en effet, on parlait de Neuchâtel à l'instant, il se trouve que au tout début, entre deux guerres, des botanistes, des zoologues suisses de Neuchâtel se sont dit, mais tiens, au fait, combien y a-t-il d'espèces dans 1 hectare de notre hêtraie sapinière, là, qui est juste en face, dans le versant en face de l'école? Voilà, une question simple, combien d'espèces sur 1 hectare, 10 000 mètres carrés? Et bien, vous avez le chiffre sous les yeux, puisque cette publication a été publiée dans ce qui est l'équivalent de notre bulletin de la Société botanique, donc le bulletin de la Société botanique de Suisse. Ça a été publié en 1941. Sur 1 hectare, ils ont comptabilisé, ça a pris un peu de temps, ils ont comptabilisé
un peu plus, quasiment 11 000 espèces. Je répète, 11 000 espèces sur 1 hectare. Je parle d'espèces, je ne parle pas d'individus d'espèces. Parce que là, les individus d'espèces, il y en a peut-être, je ne sais pas, 1 milliard, admettons, hein, comme ça, hein, au bas mot. Donc là, je parle juste d'espèces. Et vous voyez qu'il y a 2 grandes catégories qui remportent haut la main le trophée. Ce sont d'une part les insectes, qui composent à peu près la moitié de cette diversité spécifique, et puis ensuite les champignons. C'est donc que les forêts, les écosystèmes forestiers, comme le dit très bien mon ami Marc-André Selos, la forêt, c'est un petit peu une marionnette. Les arbres, en tout cas, sont des marionnettes qui sont pilotées par le réseau des ifs mycéliens, qui, au travers de leur grand réseau de mycélium, pilotent, comme des marionnettes, mais à l'envers, dans le monde invisible, ces arbres. Et donc, on va voir que tout ça, ça va engendrer une complexité très importante, une complexité et des liens très étroits entre ces champignons, par exemple, et le bois mort. Ce bois mort qui peut être en grande quantité. Ici, trois photos prises dans la région, dans le Val-de-Saône, sur le massif de la Serre, et dans la plaine dijonnaise. Alors, dans des forêts qui sont gérées, voilà, classiquement, mais dans des forêts gérées, bien, on trouve du bois mort, bien entendu. La moyenne nationale, donnée par les inventaires forestiers nationaux, l'inventaire forestier national, pardon, on est autour de 15 et 18 mètres cubes par hectare de bois mort dans les forêts françaises. Et donc, il y a un lien très étroit entre ces champignons qui dégradent ces bois morts et la diversité biologique. Une autre complexité engendrée par ces bois morts, c'est le fait que les forêts, et notamment sont évidemment, donc je vous ai dit, les champignons, les insectes. Alors voilà un insecte forestier extrêmement connu, le lucane cerf-volant, que vous avez dû rencontrer ici dans nos forêts. Alors, il a un cycle, parce que là on voit que l'imago, on voit l'adulte. L'adulte, il vit très peu de temps, il vit quelques mois, voilà. Il va surtout servir de nourriture à notamment des faucons houbreaux ou ce genre de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est sa larve. Et c'est là que ça montre toute la complexité et la longueur des cycles biologiques forestiers. Sa larve, pour se développer, elle va mettre entre 5 et 7 ans. 5 à 7 ans. Pourquoi ? Parce que dans le bois mort, ma foi, il n'y a pas grand-chose à manger. Le bois, c'est de la lignine, de la cellulose et de l'hémicellulose. Et la lignine, c'est une grande chaîne carbonée qui, une fois qu'elle se fossilisée, ça donne du pétrole. Et donc cette lignine, il n'y a pas grand-chose à manger, puis surtout c'est des chaînes de carbone. Donc il faut les casser, ces chaînes de carbone. Et puis ça ne fournit pas beaucoup d'énergie. Et donc le métabolisme de ces larves, il est extrêmement lent, parce que manger du bois, ça ne nourrit pas. Ou alors il faut beaucoup de temps. D'où des cycles larvaires très très importants pour ce qu'on appelle ce complexe saproxylique, l'ensemble des espèces qui sont dépendantes de ce bois mort. Ils ont des durées de cycles biologiques très longs. Si on voit l'adulte, certes, c'est quelques mois de vie à peine, mais par contre, cet adulte, il provient d'une larve qui, elle, a mis 5-7 ans dans une souche, dans un bois mort comme celui-ci, pour se développer. Et pour ajouter encore un niveau de complexité, certaines espèces d'insectes saproxylophages qui mangent du bois mort sont obligés, parce qu'ils n'ont pas la batterie enzymatique nécessaire dans leur tractus digestif, sont obligés d'être en symbiose avec d'autres protozoaires, d'autres organismes qui, eux, vont réaliser, qui ont la batterie enzymatique pour dégrader ce bois mort. Vous imaginez le niveau de complexité supplémentaire qui se trouve dans ces stades larvaires en particulier. Donc on a ici une grande diversité de groupes fonctionnels. Ensuite, j'aimerais, pour
terminer sur quasiment clore cette partie sur le foisonnement de la vie forestière, c'est évidemment les cycles forestiers. Hein, c'est une éloge de la lenteur avec des spécimens, des organismes qui vivent en forêt qui sont à la fois extrêmement longévifs. Ici, une photo d'un genévrier turifère, donc on trouve principalement dans les Hautes-Alpes. En Corse et dans les Pyrénées. Ah, dans les Pyrénées, ben non, vous me direz, il n'y avait plus qu'une station et elle a disparu à cause d'un incendie. Donc on trouve le genévrier turifère principalement dans les Hautes-Alpes. Et là, ici, en l'occurrence, c'est une photo prise dans la célèbre forêt de Saint-Crépin, à côté de Mont-Dauphin. Et cet arbre, qu'on appelle l'éléphante, voilà, eh bien, cet arbre, il a l'âge indéterminé. Là, je parle sous le contrôle de spécialistes dans la salle, car il est très difficile de déterminer son âge. En revanche, bon, vu les corrélations entre son diamètre, etc., ce diamètre qui fait 7,5 mètres de circonférence, on peut raisonnablement envisager qu'il ait 2-3 000 ans, facilement. Hein. Donc, c'est des organismes très longévifs dans les forêts. C'est une particularité. Il n'y a pas beaucoup d'autres écosystèmes sur Terre qui ont cette particularité d'avoir des organismes si longévifs. Et de l'autre, bon, vous avez une fragile anémone sylvie qui est en train d'éclore en ce moment dans nos forêts. Et cette anémone sylvie, les collègues belges ont souhaité mesurer un peu leur vitesse de déplacement. Alors évidemment, elle ne se déplace pas, hein, mais le rhizome, à quelle vitesse il croît, voilà, pour savoir si, éventuellement, dans une perspective de changement climatique, est-ce que des espèces comme celle-ci pourront s'adapter à ce changement, se déplacer suffisamment pour pouvoir s'adapter au changement climatique. Eh bien, l'anémone sylvie, tenez-vous bien, elle se déplace de 1 à 2 mètres par siècle. Donc son rhizome. Donc autant dire que ce sera difficile pour elle d'échapper aux effets du changement climatique. Et pour terminer, après la diversité, la complexité, je vais vous parler un peu d'hétérogénéité et j'aimerais vous emmener quelques instants, quelques minutes dans une forêt célèbre, hein, qui est la forêt de Białowieża. Ici, c'est la porte symbolique, hein, de l'entrée dans le parc national de Białowieża, de cette forêt. Cette forêt qui est aux confins de la Pologne et à la frontière biélorusse. Et dans cette forêt, il s'y passe quelque chose. Alors, étant donné qu'on est au pays de Chopin, eh bien, je vais vous présenter une sorte de valse à 3 temps. Dans un premier temps, il y a dans ces forêts une mort et la chute d'arbres. Mais des arbres qui sont ici gigantesques. Ce chêne, alors ce chêne-là, malheureusement, j'ai demandé à mes collègues de ne pas être sur la photo, mais pour vous donner une échelle, hein, c'est des chênes qui parfois, on en a mesuré, hein, certains qui font jusqu'à 2,50 mètres de diamètre. Je répète, 2,50 mètres de diamètre. Il n'y a plus de chênes comme ça en forêt française. Ils sont rarissimes, rarissimes. Des arbres, oui, des arbres de parc, admettons. Mais dans les inventaires forestiers nationaux, il n'y a pas de données dendrométriques, hein, de chênes qui dépassent 2,50 mètres. Donc là, on a des arbres qui font 2,50 mètres de diamètre, qui font 45, presque 50 mètres de haut. Hein. Ils sont en pleine forme. Hein. Puis bon, ils meurent de leur belle mort, parce que le collègue, là, dendrochronologue, qui était avec moi, il avait le droit de sonder des arbres morts uniquement, pas les vivants, dans cette réserve intégrale de parc national de 4000 hectares. Et donc, on a 800 ans, 850 ans. Hein, voilà, ces chênes, ils sont très très vieux, très très vieux. Mais ils finissent par mourir, et donc tomber. Donc vous imaginez un colosse qui fait 2,50 mètres de diamètre, 45 mètres de haut, qui tombe. Donc je peux vous dire que ça fait de la place. Et finalement, ce chêne, il va finir par se dégrader. Hein, voilà, il se dégrade. Donc ça, c'est le deuxième temps. Et là, il se passe quelque chose, il y a une sorte de ce qu'on appelle d'effet nurse. Quand il se dégrade, c'est le deuxième temps de la valse, eh bien, dessus, c'est comme une espèce de, imaginez un gigantesque
pot de fleurs, d'accord, hein, voilà, à votre balcon. C'est un gigantesque pot de fleurs, donc c'est un terreau là, qui se dégrade, et dessus, il y a de la germination qui s'opère. Là, vous avez toute une galerie sur ce tronc d'arbre qui est déjà bien décomposé, d'érables, de frênes, de charmes, de tilleuls et d'épicéas qui germent sur ce tronc. Et c'est un avantage adaptatif intéressant de germer sur ce tronc parce que dans cette forêt, où il y a des bisons d'Europe qui paissent, il y a des élans de temps en temps qui passent, il y a des chevreuils, il y a des cerfs, bref, il y a toute une grande faune. Eh bien, quand vous êtes sur un tronc à plus de 2 mètres de haut, en fait, même la dent du cerf, elle n'arrive pas. Par contre, au sol, oui, c'est évidemment, la tondeuse est passée régulièrement. Mais quand vous germez à plus de 2 mètres, pas de danger. Donc ça a un avantage, réel avantage adaptatif de germer en hauteur. Et donc on arrive au 3e temps, une fois que l'arbre s'est régénéré, pousse, donc il va croître, et on arrive à ce genre de photos très spectaculaire, où vous avez un épicéa qui a des racines aériennes, et vous avez compris hein, évidemment que le vide qui se trouve ici, c'est le vide laissé par le tronc qui a fini par complètement disparaître. Alors cet épicéa, il était gros, hein, c'était pas un petit truc. Hein. Cet épicéa, il faisait 45 cm de diamètre, il faisait une bonne trentaine de mètres de haut, il était en pleine forme, il avait peut-être 200 ans. Donc vous imaginez la longueur du cycle entre le moment où le chêne tombe et au moment où vous observez ça, il se passe des centaines d'années. Donc il y a une diversité des processus et une durée des processus qui est incroyable. Et donc moi cette photo, elle me fait penser à une citation de Lao Tzu qui dit que le vide est ce à partir de quoi le plein advient et devient effectif. Je vous laisse méditer sur cette citation de Lao Tzu. Premier enseignement donc, de cette première partie, de cet foisonnement de la vie forestière, des écosystèmes forestiers. Eh bien, effectivement, il y a une diversité génétique, une diversité spécifique, une diversité des groupes fonctionnels, une diversité des processus écologiques, et surtout, qu'il faut laisser du temps, donc corrélativement de l'espace, ou si vous voulez, il faut de l'espace et donc du temps, pour que les processus écologiques puissent s'accomplir. Ça, c'est un premier enseignement vraiment général. Mais on a un petit souci, c'est que ces écosystèmes, ces populations d'arbres ou de plantes ou d'animaux, eh bien, ils ont des caractéristiques particulières vis-à-vis de nous. C'est-à-dire qu'ils sont silencieux, hein, et souvent ils sont invisibles. Hein. J'aime souvent à rappeler que dans 1 mètre carré de sol, il y a, selon les comptages du réseau de la qualité des sols, pas que forestiers, il y a environ 260 millions d'individus dans 1 mètre carré de sol forestier. 260 millions d'individus. Dans 1 mètre carré. Dans 1 mètre carré, vous avez la population des États-Unis d'Amérique. Et un peu le... Non, c'est prodigieux. Donc on a une diversité d'écosystèmes forestiers. Et donc cette vie foisonnante, finalement, elle parle, mais on ne l'entend pas. En tout cas, au sens de l'entendement. Or, on sait que on y fait des choses dans cette forêt. D'abord, cette forêt est depuis très longtemps, au moins dans les textes, dans des sources textuelles, souvent juridiques, hein, on sait que cette forêt, elle a été nourricière, elle a été domestique. Ici, évidemment, je ne pouvais pas ne pas citer, ne pas vous présenter les régisseurs du duc de Berry, évidemment, donc, qui, on va dire du XVe siècle, début du XVe siècle, 1411 environ, et qui vont être d'ailleurs exposés là tout prochainement au musée Condé à Chantilly. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas été exposés au public. Et donc je vous invite à visiter ce musée exceptionnel et puis donc à pouvoir admirer les rigueurs du duc de Berry. Et effectivement, dans ces forêts, alors ici vous reconnaîtrez peut-être un célèbre château français d'Île-de-France, c'est le château de Vincennes. Et vous voyez que
Le château de Vincennes, aujourd'hui, il existe toujours. Alors, il y a toujours ce donjon, il existe, il y a moins de tours, mais le donjon existe et quelques tours sont toujours là. Donc, vous voyez, c'était aucun... Eh bien, il est entouré de canopée, le bois de Vincennes, il arrivait jusqu'au pied, du château. Et puis, dans ces forêts, c'était des forêts nourricières. Ici, la paisson des porcs. Et pendant longtemps, donc dans une thèse qui a été soutenue l'an dernier, donc que j'ai encadrée, la thèse de Vincent Balland, qui travaillait sur la géohistoire des forêts du Morvan, eh bien, en fait, grâce aux archives, et notamment aux précieuses archives des ducs de Bourgogne et de leur comptabilité annuelle, sur à peu près 140 ans, on a une continuité, une série chronologique exceptionnelle, où Vincent a pu comptabiliser les recettes de la forêt. Et vous voyez ici, pas très bien, mais ce n'est pas l'essentiel, c'est de voir qu'en abscisse, vous avez donc les années, d'accord, et puis en ordonnée, vous avez le prix en deniers. Et vous voyez qu'il y a des grandes barres, et ces grandes barres correspondent au prix de la paisson, au prix juste de la location de la forêt pour emmener les porcs à la glandée ou à la fenée. Ça représentait l'essentiel des revenus forestiers. L'essentiel. Et puis pas que, c'est plusieurs dizaines de milliers de deniers. Vous voyez, en cette année 1461, eh bien, la location s'est vendue 65 000 deniers. Et tout ça sur une période extrêmement courte, 1 mois, du 15 septembre au 15 octobre. Pas 2, pas 3 mois, 1 mois. Sur 1 mois, vous aviez l'essentiel du revenu des forêts. Et en tout petit, c'est en marron, là j'avoue que en marron, c'est le prix de vente des bois. Il se coupait très peu de bois. Au total, sur 150 ans, sur cette forêt, dans le Haut-Morvan, il s'est coupé 3540 tiges, 3540 arbres en 140 ans. Sur 500 hectares, autant dire que vous voyez, vous faites le calcul, le prélèvement, il est ridicule. Donc c'était une forêt, on va dire, nourricière, une forêt jardinée, au sens où on cueillait des arbres de temps en temps quand on en avait besoin, et ce n'était pas ce qui faisait la valeur économique de la forêt et des ducs de Bourgogne. Et puis, cette ressource, on a appris à la gérer de mieux en mieux. Ici, vous avez trois exemples d'ouvrages célèbres des prémices de la sylviculture. Donc l'ouvrage de John Evelyn sur Sylvain or Discourse of Forestries, tout ça du XVIIe, XVIIIe siècle, évidemment Louis de Froidour, l'instruction sur les ventes des bois, et puis un ouvrage germanique. Tout ça, ça va perdurer, je ne vous parle pas de l'ordonnance de Colbert de 1669, et tout ça va perdurer, et puis on va arriver à un moment où, fin du XIXe siècle, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, va s'opérer ce qu'on appelle, selon les termes du géographe Matter, la transition forestière. Alors, la transition forestière, c'est quoi? C'est lorsque cette ressource stratégique essentielle à la puissance d'un État, qui est le bois, eh bien, est substituée par une autre ressource. Par exemple, la découverte du pétrole, la découverte du gaz, la découverte du charbon de bois, du charbon de terre. Voilà. Et donc, finalement, cette ressource qui était essentielle, puisque cette ressource, on s'en servait pour se chauffer, pour bâtir, pour évidemment construire une grande flotte, une grande marine, tout ça, ça a été substitué par l'acier, par le pétrole, par le gaz. Et donc, on a alors que la surface forestière avait tendance à baisser, parce que la ressource, on l'épuisait, eh bien, à partir de cette transition, eh bien, la ressource, c'est le deuxième mouvement sur la figure, eh bien, la ressource recommence à croître. Et ça, c'est corrélé avec, bizarrement, l'augmentation de la population, parce qu'il y a cette fameuse transition, quelque part, énergétique. Mais dans cette transition matérielle, on va dire, s'opère une transition aussi sociale majeure, puisque cet espace qui était habité, travaillé, dans lequel il y avait des centaines de corps de métier qui travaillaient en forêt, on habitait en forêt, etc., tout ça, tous ces gens, la forêt se vide. Il ne va rester que les forestiers, et puis temporairement,
des charbonniers, des bûcherons, des exploitants forestiers, c'est à peu près tout ce qui reste. Et donc cette population qui devient citadine, urbaine, eh bien, elle va avoir des revendications. Et c'est le début des tensions sociales. Alors alimentées par notamment la promotion d'une société qui devient urbaine, et donc la forêt est considérée comme un refuge pour nos sociétés urbaines, un refuge contre notre société industrielle de l'époque. Et donc c'est les débuts d'une contestation de coupes forestières. Voilà. Donc ça, on a pu le documenter avec ma collègue géographe Elsa Richoux et puis Philippe Defic, collègue sociologue à l'INRA de Bordeaux. Et donc il y a déjà des prémices, évidemment. Je n'ai pas le temps de vous brosser le tableau de Barbizon, et c'est évidemment ses attentes esthétiques. Et puis il y a surtout le Touring Club de France qui dénonce la mécanisation et les coupes abusives dans nos forêts. Vous voyez des extraits de journaux qu'on a pu analyser. Donc aujourd'hui, le tableau de la forêt française, vous le connaissez ici. Parmi vous, il y a des spécialistes également de la forêt. Je vais rapidement le brosser à grands traits. Donc on est passé de 8,5-6 millions d'hectares dans le creux de 1820-1830 de surface forestière pour atteindre quasiment 17 millions. C'est-à-dire qu'on a doublé, quasiment en 200 ans, on a presque doublé la surface forestière française. Alors selon deux mouvements, le mouvement qui s'explique par un exode rural et donc un abandon des terres qui se sont boisées, et d'autre part un mouvement lié notamment à partir de la Seconde Guerre mondiale, mais il s'amorce aussi avant, avec les grands reboisements sous Napoléon III. Mais à partir de 1945, après la Seconde Guerre mondiale, il y a une augmentation importante avec l'arrivée le Fonds forestier national lié au plan Marshall de reconstruction de l'Europe et cette déplantation cette fois. Voilà. La composition, je passe, je vais passer rapidement. Et donc pour arriver à cette forêt qui est aussi une construction sociale. Bien sûr, la forêt, c'est un écosystème, j'en ai parlé juste avant, mais la forêt, c'est une construction sociale. C'est une construction sociale, et dans les sondages, les enquêtes qui sont faites de nos amis et collègues sociologues, des enquêtes récentes, que ce soit au niveau français ou que ce soit au niveau européen, les tendances sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que pour une grande majorité de nos concitoyens, la forêt est un espace de refuge, un espace qui est considéré à protéger pour bon nombre de nos concitoyens. Et pour un même espace, eh bien, vous avez donc, vous voyez, une pluralité de points de vue. Évidemment, il y a le point de vue du propriétaire gestionnaire qui, lui, l'entend au titre du patrimoine. C'est un patrimoine forestier, mais ce patrimoine forestier, il le gère et il souhaite en retirer des ressources, ce qui est bien normal, donc il va exploiter la forêt. Il y a le scientifique qui peut mener ses études, ses travaux. Il y a le promeneur, peut-être un rêveur solitaire, qui sait, et puis des naturalistes. Voilà. Mais bon, effectivement, la forêt, elle fait partie surtout de nos imaginaires. On y rêve aussi. Vous voyez deux photos que je n'ai pas travaillé. C'est vraiment la nature qui a fait ça. Vous voyez que ça donne matière à rêverie, non? Vous ne voyez pas une tête de cheval, là? Voilà. Vous pouvez y voir ce qu'on... Alors, deuxième enseignement, c'est évidemment ce point important de l'histoire. Dans cette forêt qui était domestique, nourricière, une forêt qui était multifonctionnelle, bien entendu, de fait, avec de nombreux droits coutumiers, vous l'avez évoqué, au travers de l'affouage, par exemple, un droit d'usage qui perdure. Et puis cette transition forestière qui a opéré une substitution matérielle et symbolique de la forêt, et puis cette forêt qui s'est industrialisée, qui s'est mécanisée, et donc dont on sait finalement, nous sommes à 80% des urbains, eh bien nous en sommes un peu détachés de cette forêt. Et donc des écosystèmes forestiers, nous sommes passés à des socio-écosystèmes, littéralement des écosystèmes qui sont exploités par l'homme. Et il faut bien aussi retenir que ces tensions et ces conflits sont anciens.
Et c'est vrai que cette substitution symbolique, hein, Gaston Bachelard, dans sa Poétique de l'espace, ne disait pas autre chose, puisqu'il disait que les forêts sont dans l'antécédent. Les forêts sont dans l'antécédent. Si je vous demande un exercice collectif et que je vous demande quel est maintenant, vous pensez à quoi quand vous voyez une forêt, en fait, personne, je vous assure, personne va me dire « Ah oui, moi je vois le stade semi ou Gauly de la forêt ». Non, c'est pas vrai. Dans nos imaginaires, la forêt, c'est toujours la forêt du grand-père ou la forêt, vous savez, quand on était enfant, et qui était grande, majestueuse, avec des gros arbres, etc., etc. C'est toujours des vieilles forêts, et c'est jamais des forêts jeunes. Donc c'est pour ça que Bachelard avait très bien analysé, aidé par son ami Gaston Roupnel, que la forêt sont toujours dans l'antécédent. Alors, du bon usage au bon état, quelles sont les divergences et les convergences? Parce que, effectivement, nous sommes face à un problème forestier lié à l'exploitation qui est mal compris, mal perçue par notre société urbaine et parce que les forêts sont en prise avec le changement global. Donc la forêt, vous le savez, voilà, une forêt ici prise dans un bassin versant des Hautes-Alpes que je connais bien, le bassin versant de Gap-Chaudun. Vous avez ici une forêt, une forêt elle est utile, hein, elle capte du carbone, elle produit du bois, etc. Une forêt c'est beau, hein, évidemment on y va se promener, on y trouve matière à s'épanouir. C'est éthique aussi, parce qu'en plus ça permet de capter du carbone, tout ça, ça a plein de valeurs, chargé de valeurs la forêt. Mais vous me direz, mais oui, mais le bois aussi. Le bois aussi, c'est chargé de valeur. Le bois en tant que matériau. Hein. Le bois matériau, c'est chargé de valeur. Le bois matériau, c'est chaud, c'est agréable, c'est esthétique, évidemment. On en fait des choses magnifiques. Hein. C'est un tableau de marqueterie hollandais. On l'utilise et ça nourrit une filière économique. Voilà, 400 000 emplois en France. Tout ça, c'est très bien. C'est chargé des mêmes valeurs que la forêt, finalement. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est ça. Le problème, c'est qu'il faut, pour passer de là-bas, cette belle forêt de hêtraies sapinières des Alpes, à ce tableau de marqueterie, eh bien, dis donc, il faut couper des arbres. Et ça, notre société, elle a beaucoup de mal avec ça. Donc, c'est juste ce moment charnière de l'abattage, hein, voilà, de l'exploitation, ce qu'on appelle l'exploitation forestière, c'est ça qui pose problème. Effectivement, cette modification d'une géographie qui nous est propre, hein, vient heurter notre inconscient collectif, pour laquelle la forêt, finalement, représente un paysage d'éternité déployé sans intervention humaine. Donc c'est l'irruption, quelque part, hein, avec cette exploitation forestière. Hein. L'exploitation forestière est vue comme un dégât psychologique, mais aussi physique, évidemment, quand il s'est mal fait, hein, vis-à-vis des sols, vis-à-vis de la biodiversité. Et donc c'est vu comme l'irruption de l'industrie dans la nature et de l'économie dans la contemplation. Donc là, ça grince. Et effectivement, on observe, hein, depuis le tournant des années 60, une écologisation du discours. Hein. Vous avez ici un ouvrage, hein, publié en 1976, hein, La France, ta forêt fout le camp, de Jean Coé et de Roger Fischer, donc qui marque effectivement ce tournant de l'écologisation du discours dans la dénonciation et de cette mécanisation et de cette exploitation forestière. Divergence toujours parce que, vu par les indicateurs du développement de la gestion forestière durable, la forêt, on en fait bon usage. La forêt française, métropolitaine, on en fait bon usage. On ne récolte même pas ce que la forêt produit annuellement. On récolte soit 50, 60 millions de mètres cubes de bois, alors que la forêt en produit 100, 120. On récolte 60% de l'accroissement biologique. On pourrait récolter 100% de l'accroissement biologique. Hein. Les Autrichiens, ils récoltent 100% de l'accroissement biologique, hein, dans leur forêt. Et leurs forêts, elles sont comme ça, hein, sur des pentes comme ça. Comment ça? Comment c'est possible? Nous, on ne récolte que 61% de l'accroissement. Très bien. On a vu dans les inventaires forestiers nationaux successifs, hein, que le bois mort augmentait. On est passé de
4-5 mètres cubes à environ un peu plus de 12 maintenant, 12-15, très bien. On voit que les surfaces de réserve forestière augmentent aussi, très bien. Donc on a l'impression que tout ça, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis quand on prend le même objet, la forêt française, et qu'on regarde avec d'autres instruments, eh bien dis donc, la forêt n'est pas en bon état. Il n'y a que 17% des habitats d'intérêt communautaire, donc sur les 130 habitats d'intérêt communautaire que comporte la France, il y en a 31 qui sont forestiers, eh bien ceux-là, ils sont mais pas bon état du tout. Pas bon état du tout. Ils sont seulement à 18% dans un état jugé favorable. C'est curieux. Il y a des statistiques qui nous disent que bon, ça a l'air d'aller, a priori, tout va bien. Et puis de l'autre, on nous dit, non, ça ne va pas du tout. Alors, c'est quoi le problème? Alors, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, collectivement, qui est habilité à qualifier le bon état des forêts? Est-ce que c'est les propriétaires, les gestionnaires, les citoyens, la société civile, les scientifiques? Et eux-mêmes auraient à se questionner sur leur propre niveau d'ignorance aussi. Donc cette question, elle ne peut pas échapper à un débat de société. Et donc, on va essayer de réfléchir dans la dernière partie à opérer un débat public. Voilà, parce que cette forêt, on le sait, elle fait partie de nos paysages. 30% de la surface française, c'est pas rien. Dans certains départements, c'est 50, 60% de nos paysages qui sont forestiers, donc elles structurent fondamentalement nos paysages, nos territoires. Elles sont source de multiples activités économiques, sociales, environnementales. Et donc, elles nous invitent à poser un regard pluriel. Parce que la forêt est chose publique. Je dis bien chose publique, non pas bien publique, mais chose publique. Et il y a des volontés politiques de relancer la filière forêt-bois au travers de plans de relance. Alors c'est une certaine vision de la foresterie, je pousse un peu le trait, mais vous voyez, donc voilà, grand renfort de communication, on exploite du bois, donc on retrouve le long des routes forestières, et ça, là aussi, une partie de nos concitoyens ne sont choqués par ces grands tas de bois. Encore celui-ci, je trouve qu'il a une bonne tenue, mais il y a vraiment des chantiers, permettez-moi l'expression, très merdiques. Et puis, il y a ensuite la plantation. Ça provoque, parce que ça, c'est considéré comme une coupe rase. Alors, même si je sais ici que ce ne sont pas des coupes rases, au sens forestier du terme, dans le cadre d'une expertise nationale collective qui a été menée de 2021 à 2023, on a été tout un groupe d'experts, notamment j'ai piloté un thème et copiloté avec Philippe Defic un autre thème. Donc c'est cette expertise collective nationale qui a mobilisé 102 experts, etc., qui nous a fait travailler pendant 2 ans d'arrache-pied pour produire une expertise sur l'impact des coupes rases. Donc il y avait 6 grands thèmes dans toutes ces composantes. Sur l'impact sur la biodiversité, l'impact juridique, économique, sociétal des coupes rases. Donc on s'est bien penché avec Philippe et Elsa sur le sujet. Donc on a publié pas mal ces derniers temps. Et notre dernier article, qui va paraître là dans la revue Développement durable et territoires, fait l'analyse du discours médiatique lié aux coupes rases. Et donc on a regardé sur ces 20 dernières années l'évolution dans la presse quotidienne nationale et régionale de l'occurrence des coupes rases. Et vous voyez que non, ce n'est pas un épiphénomène, c'est un vrai phénomène de société, puisque en moyenne on avait 4 ou 5 articles par an jusqu'en 2010, et à partir de 2010 on en a beaucoup plus pour arriver aujourd'hui en 2023, puisqu'on continue de suivre ça, on en est à 483 articles en 2024. Donc ça ne cesse d'augmenter. Et la répartition spatiale, on dirait, bah oui, non, mais c'est que dans le Morvan qui râle, oui, non, mais c'est que dans les Landes qui râle. Bah non. Y compris même dans des régions qui sont, regardez la carte, très peu forestières. Et ça, c'est le symptôme, évidemment, de notre société urbaine qui, vous êtes breton dans les monts d'Arrée et vous avez, tout à coup, vous aviez de la forêt, tout à coup, il n'y en a plus. Voilà, parce que vous venez juste là en vacances ou quelque temps, et là, ça vous choque.
Alors, on a analysé tous ces articles, je ne peux pas rentrer dans les détails. En tout cas, c'est très équilibré, hein, en termes de traitement médiatique, hein, c'est vraiment 50-50. Hein. Les pour, des cons et des pros. Donc, ce qu'on remarque, enfin, en tout cas dans cette analyse de discours, c'est que les motifs de contestation autour de ces coupes rases, en fait, sont une clé d'entrée pour beaucoup d'autres problématiques forestières. La problématique du reboisement ou de l'enraisinement, donc de la substitution de feuillus en résine, des plantations monospécifiques, de l'industrialisation, des machines, hein, du machinisme agricole, du bois énergie, de la gouvernance, etc. Et puis, voilà. Par contre, tout le monde commence hein, je dis bien, depuis maintenant quelques années, commence à converger. Puisque, ici, source Météo France à l'appui, vous voyez que depuis 1986, les anomalies de température sont positives. Voilà. Effectivement, le climat de la France métropolitaine s'est réchauffé de plus 1,7 degré depuis 1900 et de 0,3 degré par décennie depuis 1980. Et la date charnière, c'est 1986. Donc il y a urgence, tout le monde se penche autour du bocal de la forêt, tout le monde y va de son rapport. Ici, je vous en dis quelques-uns, mais des rapports, il en pleut à peu près un tous les 4 mois. Donc ici, des rapports à la fois scientifiques, Académie des sciences, qui s'est penchée sur le sujet, des rapports parlementaires, des rapports de la Cour des comptes, des expertises nationales collectives, j'en ai fait mention, des colloques, en veux-tu, en voilà. Bref, tout le monde s'invite, évidemment les assises nationales de la forêt qui ont eu lieu en 2022, et donc pour penser la forêt française de demain. Oui, parce que dans ce tableau, j'avais oublié, je vous avais masqué une case, hein, et la voici, cette case, c'est qu'effectivement, là, commence à tomber d'accord, il y a un problème. En 10 ans, il y a une augmentation de 54% de la mortalité forestière. En 10 ans, il y a eu 20% de prélèvements supplémentaires, bon, qui sont liés à la mortalité. Voilà. Et surtout, la forêt pousse moins vite. Alors ça c'est une surprise, parce que mon collègue et ami Jean-Daniel Bontemps, qui est responsable de l'inventaire forestier national, dans sa thèse de 2004, hein, il écrivait et il le démontrait que les arbres poussaient plus vite. Les chênes et les hêtres poussaient plus vite. Et puis là, ils ne poussent plus. Ah, il y a un problème. Effectivement, les puits de carbone, ils s'amenuisent. Alors j'ai bien que je dresse un tableau un peu, malheureusement, hein, c'est une longue litanie peut-être, mais ce sont des faits, quoi. Hein. Voilà, les puits de carbone, ça c'est extrait du rapport de l'Académie des sciences de 2023. Mais vous voyez que notre région est tout juste à l'équilibre, à peine. C'est-à-dire que notre région est à peine est considérée comme un puits de carbone, capte encore du carbone. Mais Grand Est, c'est terminé. Grand Est, on est à plus de 3,5 millions de tonnes qui sont rejetées. Donc les forêts du Grand Est ne jouent plus leur rôle de puits de carbone. Et ça pose problème en termes de plan national d'adaptation au changement climatique, le PNAC 3, puisque vous savez qu'on a une stratégie nationale bas carbone qui doit nous amener en 2050 à 0 émission nette, et on comptait pour réduire cette augmentation du puits de carbone, on comptait à 50% sur les forêts. Là, c'est clair qu'on ne peut plus compter sur les forêts pour atteindre l'équilibre 0 émission nette en 2050. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors, vient se rajouter à ça, bon, vous le connaissez, le problème des dépérissements forestiers liés au stress, aux sécheresses successives qui ont affaibli physiologiquement les arbres. Et ces arbres, notamment ces épicéas, ont émis des substances de détresse qui ont attiré en masse des insectes, comme notamment l'Ips typographe, qui est de la famille des Scolitidés. Alors, quelle solution ? On arrive à la dernière partie de mon propos.
Oui, parce que selon, je sais pas, quelqu'un qui est né ici en 18, ce siècle avait 2 ans, je crois, hein, oui, eh bien, les forêts sont des apocalypses, et le battement d'ailes d'une petite âme fait un bruit d'agonie sous leur voûte monstrueuse. C'est lorsque Cosette traverse la forêt, parce que Thénardier lui a demandé d'aller chercher de l'eau, et elle est là, sous cette voûte forestière, dans la nuit, et voilà ces paroles limpides. Oui, dictature de l'urgence, il y a urgence. Alors, c'est un phénomène bien documenté, hein, des dépérissements. Hein, depuis que la foresterie existe, on en a documenté, hein, des événements climatiques exceptionnels, des sécheresses, des tempêtes, des incendies. Sur le temps long, tout ça, c'est très bien connu. Ce qui est majeur, hein, c'est en fait l'amplitude de ces dépérissements. Et donc, ça, c'est lié typiquement à ce qu'on appelle la grande accélération, hein, depuis 1950. Tout s'accélère. Et ben voilà, je veux dire, la société, nous sommes d'agir. Donc il faut répondre à cette urgence de la demande sociale. Et puis le souci, c'est que le gestionnaire, le propriétaire, il est ce qu'on appelle, hein, face à un avenir, à raisonner, hein, à prendre une décision dans ce qu'on appelle, dans le jargon de la prise de décision en univers incertain. C'est-à-dire que les choix, nos préférences sur les actions et nos préférences sur les conséquences ne sont pas les mêmes. Et donc ça génère évidemment beaucoup de stress auprès de la profession. Alors il ne suffit pas de dire, hein, dire pour ne pas faire, hein, parce qu'on peut beaucoup communiquer, hein, mais voilà, non, on peut aussi faire autre chose. Et puis c'est pas non plus en décrétant le changement que ça va changer. Le changement ne se décrète pas, parce que vous connaissez la fameuse maxime d'Edgar Faure. Hein, en décrétant changement, l'immobilisme s'est mis en place et je ne sais plus l'arrêter. Donc, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut réfléchir. On va essayer de réfléchir dans cette dernière partie de mon propos sur son avenir. Et d'abord, se rappeler que le directeur du département des ressources forestières à la FAO, Jack Vestoby, dans son Introduction to World Forestry, avait ces mots incroyables, parce qu'on était à une époque où il y avait des revendications de la part des communautés autochtones, et il voyait bien que bon, la foresterie, hein, c'était pas qu'une affaire d'arbres, hein, combien de surface, combien de millions de mètres cubes sont exploités, etc., combien d'argent, le commerce international, tout ça, non. En fait, la forêt, la question de la foresterie, de la gestion forestière, c'est une question de personnes, d'humains. Je dirais même un peu plus que les humains. Et pour ça, on va passer par le filtre, hein, de l'IPBES, donc cette plateforme internationale de la biodiversité et des services écosystémiques, l'équivalent de l'IPCC, du GIEC, hein, pour le climat, et notamment dans un rapport, plusieurs rapports récents, bien documentés sur ce que l'IPBES appelle les changements transformateurs. Ces changements transformateurs, c'est quoi? C'est une réorganisation fondamentale à l'échelle de notre système, donc par exemple un territoire, comme celui du Grand Besançon Métropole, de facteurs de toute nature, des facteurs technologiques, des facteurs culturels, économiques, sociaux, y compris, hein, aller chercher dans les valeurs qui sont nécessaires à la conservation et finalement au développement durable et au bien-être humain. Et donc, c'est ce que je vous propose, c'est d'essayer de redonner du sens en commun dans les territoires, en prenant comme sens les trois acceptions du sens. C'est-à-dire, le sens, c'est ce qui donne la trajectoire de ce territoire, le sens, c'est ce qui donne la signification, alors on est dans le registre de l'utile, et la sensation, le sensible. Hein. Est-ce qu'on s'y sent bien dans ce territoire? C'est la question de la qualité de vie. Pour, j'espère en tout cas, comme Isabelle Stengers nous le suggère, hein, donner à ce qui nous touche le pouvoir de nous faire penser. Et donc pour ça, il faut travailler sur des objectifs de qualité, travailler sur la qualité de la relation que l'on entretient entre humains, bien entendu, mais aussi avec les autres vivants. Donc là, quand il va s'agir de trajectoire, ça va être quels agencements, quels arrangements on fait entre nous et aussi avec les autres vivants qui peuplent ces forêts.
Ils sont nombreux, hein, je crois. La signification que ça, c'est-à-dire les attachements, les valeurs que l'on porte pour vivre mieux. Et puis c'est la sensation, c'est la qualité du mieux vivre ensemble. Alors pour ça, on travaille sur trois grands axes, trois grandes composantes, que sont les expositions et les précarités. Il y a réchauffement climatique, on mesure ce réchauffement climatique, ici mon collègue Daniel Joly de mon labo, qui est aujourd'hui directeur de recherche émérite au CNRS et qui a installé, il y a maintenant 15 ans, des capteurs en forêt pour documenter, suivre la température sous le couvert forestier. Oui, parce que maintenir les ambiances forestières, c'est capital. C'est capital. C'est peut-être c'est des refuges, la forêt, en période de sécheresse pour nos populations. Donc c'est extrêmement important de maintenir ces îlots de fraîcheur naturelle parce que le couvert forestier a un réel rôle tampon de à peu près 4 à 5 degrés. Il va réduire l'amplitude thermique de 4 à 5 degrés. Alors c'est variable entre, évidemment, feuillus résineux et entre l'été et l'hiver, bien sûr, mais globalement, retenez que ça a un effet tampon très fort. Et donc, c'est vrai, vous avez tous fait l'expérience, quand il fait chaud, on est bien sous un arbre. Et on est bien en forêt, qui plus est. Deuxième chose, sur ces expositions, on est exposé à ces changements climatiques, on est exposé à des perturbations, ici, par exemple, un insecte comme l'hypsippographe, ou comme des incendies, comme on l'a vu dans le Jura récemment. Eh bien, pour que nos forêts soient plus résistantes, eh bien peut-être travailler sur des questions de peuplement irrégulier et mélangé. Puisque ici, vous avez petit schéma très simpliste, vous avez la même surface, vous avez 100 hectares. D'un côté, vous avez 100 hectares et vous avez une répartition aléatoire des tiges, d'accord, de tout diamètre. C'est la futée irrégulière, la futée jardinée. Et puis, en haut, vous avez un dispositif de futée régulière. Voilà, donc là c'est facile, 100 hectares, je découpe en 4, ça fait des classes d'âge de 25 ans, et vous avez des classes de diamètre, évidemment, puisque les arbres sont tous le même âge, à peu près tous le même diamètre. Et effectivement, à l'échelle macro, vous avez le graphique, c'est exactement la même distribution des diamètres à l'échelle d'un massif. Mais le souci, c'est qu'il y a une réorganisation énorme. Parce qu'en cas de perturbation, vous imaginez, vous pouvez faire passer la flèche dans tous les sens, ça marche. Vous voyez que là, les peuplements irréguliers, l'amortissement économique, l'amortissement écologique, le fait que la forêt va repartir beaucoup mieux dans un cas de peuplement irrégulier, là c'est indéniable. Vous avez encore tous les diamètres dans le cas de la futée irrégulière, alors que là-haut, vous n'avez plus que la tranche 0,75 ans. Et ensuite, pour aussi redonner à César ce qui est à César, on nous parle de forêt mosaïque. En fait, ce concept de forêt mosaïque, il a été élaboré dans les années 2000, notamment par Jean-Claude Rameau, qui a publié ça en 2003. On parlait, lui, de forêt amibe. C'est un dessin de sa main. Et c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va ici optimiser le nombre de groupes fonctionnels d'espèces dans l'espace, et donc ça sera beaucoup plus résilient et ça permettra une cicatrisation de la forêt beaucoup plus rapide. Ça, c'est la première composante, exposition à précarité. Ensuite, on va passer à la deuxième composante qui touche aux infrastructures et aux coexistences. Comment on cohabite dans nos forêts. Ici, voilà, vous avez une route forestière. Bon, là, il y a un escargot qui passe sur cette route forestière. Donc, je veux l'éviter. Mais évidemment, si je passe avec un gremier, il y a peu de chances que je le voie, d'accord, et que je ne puisse pas l'éviter. Par contre, si je suis promeneur, je peux l'éviter. Donc, vous voyez que là, il y a une relation entre la vitesse de déplacement et la réduction des impacts. Donc, ce qui milite pour un ralentissement généralisé et effréné de nos activités. Tout ça pour retisser du lien, des réseaux. Alors voilà, par exemple, des espèces emblématiques, le grand tétras ou les fourmis rousses des bois. Et donc retisser ces interactions entre les populations animales et végétales et notre propre réseau, nos propres réseaux sociaux.
donc pour construire vraiment des relations de qualité, voire se reconnecter, hein, parce que bon nombre d'entre vous, peut-être pas ici dans la salle, vous êtes des familiers de la forêt, mais pour bon nombre d'entre nous, la forêt, c'est un milieu dangereux, hein, d'accord, hein, il y a des bêtes sauvages, il y a des insectes, etc. Et donc, il faut réapprendre ça. Et donc, l'école de la forêt y travaille. Et puis enfin, dernier volet, c'est les assemblées et les assemblages. Donc là, c'est la nécessité d'ouvrir des arènes de discussion et de décision. Et effectivement, je faisais mention dans mon invitation à diriger des recherches en 2018 de l'excellente initiative de Besançon Naturellement Forestière. Voilà, donc effectivement, il faut faire évoluer les pratiques et les référentiels. Et puis, voire même convier à la table des négociations les autres vivants. Voilà. Donc ici, un petit rouge-gorge sur une table de pique-nique dans un abri forestier. Ben oui, il faut falloir lui parler. Alors lui, il nous parle, hein, nous, on lui parle, mais on ne se comprend pas. Et donc, il faut trouver des arrangements pour que l'on puisse mieux se parler. Donc ça, c'est le but notamment de création de parlements forestiers, comme le Parlement de la forêt de Chaillus. Et puis, peut-être, c'est éventuellement hein, mais c'est des pistes hein, qu'il faut approfondir, c'est éventuellement donner des droits aux arbres et des droits aux forêts, donner une personnalité juridique à ces entités naturelles. Alors, il y a déjà une déclaration de l'arbre hein, qui existe en 2019, hein, qui a été présentée lors d'un colloque à l'Assemblée nationale. Donc là, les arbres ont des droits, juridiquement pas tout à fait, même si les notaires de France y travaillent, mais on pourrait aussi donner des droits à la forêt. Peut-être, hein, vous le savez, il s'en est fallu de peu pour qu'en 1872, la Cour fédérale des États-Unis donne le droit des terres en justice à des arbres, à des séquoias en général, et ça fait l'objet d'une publication célèbre d'un juriste qui s'appelait Christopher Stone. Et les assemblées et les assemblages, c'est au niveau d'un territoire, eh bien, réfléchir à des territoires hybrides, à des paysages hybrides. Oui, puisque c'est une vieille citation d'un poète grec, Archiloque de Paros, qui, au VIe siècle avant Jésus-Christ, disait que le renard sait beaucoup de choses, est malin, mais le hérisson n'en sait qu'une, mais elle est grande. Et donc, si on fait la transposition dans nos territoires, on voit bien qu'on a des territoires hérissons, hein, des territoires qui se spécialisent. Et donc, on a une approche très ségrégative, hein, c'est-à-dire que ici, je protège, voilà, et ici, j'exploite de manière intensive. C'est la vision ségrégative. C'est ce qu'on appelle hein, le dilemme hein, de land sparring ou land sharing. Et puis de l'autre, vous avez une vision, hein, une trajectoire tout à fait intégratrice, où là, on fait tout en tout lieu à profusion. On fait de l'accueil du public, on coupe des arbres, en même temps on en protège. Ça, c'est la vision, je veux dire, étatique hein, de la gestion multifonctionnelle à la française. Il faut peut-être trouver un entre-deux, une sorte d'hybride dans ce mix, parce que c'est prometteur. Voilà. Et donc, je termine. Il faut pour tout ça mettre en place des ateliers comme celui de l'atelier de l'Arc jurassien, qui est une zone atelier labellisée par le CNRS. Il n'y en a pas beaucoup en France, il y en a 14, qui permet de développer, notamment dans le cadre d'un observatoire, eh bien, le suivi, l'instrumentation de sites forestiers. Donc, je salue ici mes collègues dans la salle qui sont à l'origine de cet observatoire, qui alimente hein, l'Observatoire des forêts françaises. Et donc, j'aimerais passer une petite annonce pour terminer, si vous voulez bien. J'aimerais qu'on réfléchisse ensemble et qu'on ait besoin d'un électricien pour rétablir le courant entre nous, d'un opticien pour changer notre vision, un artiste, hein, évidemment, pour dessiner un sourire sur tous les visages, un maçon pour bâtir la paix, et Dieu sait si on en a besoin, un jardinier pour cultiver la pensée, et puis un professeur de maths quand même pour nous réapprendre à compter les uns sur les autres. Je vous remercie.